Merci Jacques Mézard, merci Monsieur le Ministre. Vous restez avec nous pour le débat, la table ronde qui va maintenant commencer sur la politique de cohésion des territoires et vont nous rejoindre Charles-Éric Leménian et Jean-Luc Rigaud, bien sûr, ainsi que Caroline Cayeux, présidente de Ville-de-France, présidente de la communauté du Beauvaisis, maire de Beauvais, Philippe Grosvalet, qui est le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, Jean-Pierre Jalot, le premier vice-président de l'Association nationale des pays et des pôles d'équilibre, et Frédéric Sanchez, président de la métropole Rouen-Normandie, ainsi que Daniel Béard, qui est géographe et professeur à l'école d'urbanisme de Paris. Voilà, madame, messieurs, vous prenez place. On a pris beaucoup de retard. C'était normal, le nouveau président avait beaucoup de choses à nous dire, le ministre également. Et on va essayer donc, et je vais demander à chacune des intervenantes et intervenants donc d'être concis pour qu'on puisse avoir le débat avec vous, participants de la Convention, en demandant aussi de mettre un peu de lumière sur la salle, parce que ça sera mieux de vous voir quand on va s'exprimer. Peut-être pour lancer très directement le débat, première question à Daniel Béard. Je le disais, vous êtes géographe, professeur à l'école d'urbanisme de Paris. Et quand on parle de cohésion des territoires, comment vous, aujourd'hui, vous l'évaluez, vous mesurez les inégalités territoriales et puis les risques de fracture? Oui, bonjour. C'est pas facile votre question, mais ce qui m'a frappé dans toutes les interventions qui ont précédé, c'est que finalement, tout le monde, il y a aujourd'hui convergence pour dire qu'il faut sortir d'une lecture binaire, d'une opposition qui est finalement extrêmement beaucoup davantage idéologique qu'analytique, qui correspond moins à la réalité qu'à une construction idéologique. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait? C'est-à-dire, quelle grille de lecture nouvelle on oppose à cette vision binaire? Quel type de stratégie on peut inventer et avec quelle méthode d'action? Et je pense que là, tout est à imaginer. Pourquoi? Parce que sur la grille de lecture, moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'on dit tous qu'il faut sortir de cette opposition, ça a été dit tout à l'heure, et en même temps, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on sent bien que le monde a changé et on en reste finalement à la même grille de lecture. Ville-campagne, on lui donne de temps en temps une autre terminologie, métropole, France périphérique, mais finalement c'est la même chose. Or, cette catégorisation, nos catégories de pensée et d'action, à mon avis, sont à revisiter. Elles sont à revisiter d'abord parce que finalement, c'est pas, comment dire, s'il y a une fracture, elle n'est pas aujourd'hui entre des catégories de strates, ça a été dit. Elle est d'abord, et ça personne n'en a parlé jusqu'à présent, il me semble qu'il y a une fracture une fracture géographique qu'on n'a pas vue dans un certain nombre de cartes, qui est pourtant présente quand vous regardez aujourd'hui toutes les analyses, c'est la fracture entre toute une série de grands bassins du nord-est de la France et le reste de la France. Et là, je pense qu'il y a une question... dans l'ouest, il y a une question qui interroge l'État au niveau national, parce que dans toutes les cartes des inégalités, ce qui revient, c'est le bassin de la Sambre, c'est une partie du Nord-Pas-de-Calais, une partie de la Picardie, etc. Donc, ex-Champagne-Ardenne. Donc première question, c'est celle-là. Deuxième question de recomposition des catégories, c'est que, évidemment, vous avez tous dit, ces catégories, les villes moyennes, les grandes villes, le rural, etc., ce sont des catégories aujourd'hui hétérogènes. Mais du coup, ça interroge. Si les fractures traversent ces catégories, est-ce que ces catégories sont encore les bonnes? Est-ce qu'elles sont encore les bonnes? C'est-à-dire que moi, je pense que le problème, c'est moins le fait de savoir qu'il y a des grandes villes en bonne et en mauvaise santé, du rural en bonne et en mauvaise santé, que de considérer qu'aujourd'hui, la plupart de nos territoires sont interdépendants. C'est ça qui a changé la donne. Sont interdépendants, je prends des territoires qui sont en dehors des métropoles telles la carte des métropoles qu'on a aujourd'hui en tête. La métropolisation est un fait généralisé en France. Prenez votre territoire, le sillon alpin. Vous disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas une métropole, vous êtes un territoire complètement métropolisé. Prenez le territoire le long de la 75 et de la 71, entre Moulins, Clermont-Ferrand, jusqu'à Brioude. C'est un territoire métropolisé. Prenez le sud-ouest de la France, de Dax, Bayonne, Pau, jusqu'à Tarbes. C'est un territoire métropolisé, c'est-à-dire fait d'interdépendance. Et le paradoxe, c'est que ces interdépendances,
elle creuse, elle disloque les ordres territoriaux, c'est-à-dire elle creuse de nouvelles inégalités. Et donc, il me semble que du coup, la question nouvelle, c'est comment on réinvente des nouvelles formes de relations dans ces territoires, aujourd'hui, à la fois très intégrés et très disloqués. Alors, votre réponse? Et la question, du coup, juste, c'est peut-être moins les inégalités que des contradictions territoriales. On aurait pu mettre une carte qui est extrêmement frappante, à mon avis. C'est la carte qu'a sorti récemment le Commissariat général à l'égalité des territoires, qui nous montre comment il y a à la fois les territoires de croissance de population et la réduction des inégalités. Eh bien, il y a des territoires de croissance de population où les inégalités augmentent et des territoires de croissance de population où les inégalités diminuent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moins que les inégalités, à mon avis, ce qui est le problème, ce sont ces nouvelles contradictions territoriales. Et donc, du coup, face à j'ai inventé de nouvelles grilles de lecture qui sont des grilles de lecture qui prennent en compte, je dirais, les nouveaux écosystèmes territoriaux et les contradictions qu'elles génèrent. Et du coup, en termes de stratégie territoriale, de réponse, moi, il me semble qu'aujourd'hui, la question fondamentale, c'est de sortir, je dirais, des logiques de pensée qu'on a héritées des années 60. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un débat assez incroyable où on a d'un côté les tenants, je dirais, de l'aménagement du territoire à la française, ce que j'appellerais des politiques de distribution des moyens, des équipements et des services de manière égalitaire, et de l'autre côté, plutôt du côté des économistes, des tenants d'une nouvelle politique d'aménagement qui serait une politique de redistribution à partir des métropoles avec cette théorie du ruissellement vers les autres territoires. Or, ces deux politiques ont toujours existé, c'est le bras droit et le bras gauche de l'État. Depuis les années 60, depuis les pouvoirs gaullistes, on a toujours fait les deux à la fois. Et deuxièmement, ces deux politiques, aujourd'hui, ces deux logiques stratégiques, ne fonctionnent plus, justement parce qu'il y a des flux, parce qu'il y a de la mobilité, que quand on fait de l'égale distribution, les gens font du zapping territorial, et que quand on talente la redistribution, c'est la même chose. La redistribution, elle ne marche pas parce que l'économie est une économie mobile, de flux, etc. Et donc, du coup, c'est comment inventer, là aussi, des réciprocités qui partent de ces interdépendances subies que j'évoquais tout à l'heure, et pour en faire des solidarités choisies. Et je pense qu'on a des tas d'opportunités pour ça. La question des transitions. La question des transitions, à mon avis, elle pose des enjeux nouveaux de réciprocité territoriale qui ne sont pas en termes simplement de la production des ressources dans le milieu rural et de la consommation dans le milieu urbain. On voit bien que l'économie circulaire, c'est une économie de solidarité gagnant-gagnant entre les territoires. Sur la question de l'économie territoriale aujourd'hui, je pense qu'on est resté sur un modèle, ou en tout cas on a tous en tête, un modèle qui est complètement fictionnel. C'est-à-dire l'idée que nos métropoles seraient des pôles d'économie mondialisée et que finalement le rural autour d'elles serait un rural simplement récréatif. Je dirais que la contribution du rural aux métropoles serait cette économie présentielle ou résidentielle au service des métropoles. C'est complètement faux. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le dynamisme nantais, par exemple, mais je ne pense pas choquer Madame le maire de Nantes en disant que finalement, et heureusement d'une certaine manière, la métropole nantaise, ce n'est pas le Grand Londres. Heureusement, c'est-à-dire que l'économie métropolitaine en France, l'économie de nos métropoles, n'est pas une économie mondialisée. C'est une économie d'intermédiation avec les territoires. Et donc, du coup, du point de vue de l'ordinaire de l'économie métropolitaine, du point de vue de l'ensemble des fonctions qui font l'économie métropolitaine, on se rend compte que ces fonctions-là sont extrêmement diffuses sur le territoire. Et que du coup, les solidarités territoriales en termes économiques sont des solidarités qui ne sont pas simplement au service des métropoles. Voilà, et donc dernier point là-dessus, moi il me semble que du coup, en termes de méthode, l'enjeu clé, c'est la différenciation. Mais parce qu'évidemment, on ne va pas construire des réciprocités de la même manière, par exemple, autour de Toulouse, où la question, c'est ce qui a été évoqué avec le contrat de réciprocité des Pays de Gascogne, c'est-à-dire on est par grands faisceaux dans la relation à Toulouse, et pour prendre l'autre métropole d'Occitanie, avec Montpellier, où là, la question, je dirais, du Gard à Perpignan n'est pas la relation à Montpellier, mais la mutualisation des ressources sur un vaste ruban littoral. Et donc, du coup, la différenciation, excusez-moi, monsieur le ministre, mais pour vous interpeller directement, mais je pense que ça passe pas par des contrats de ruralité, des contrats ville moyenne, c'est à nouveau des catégories, mais réinventer, là encore, une différenciation qui est une différenciation sur la base de la réalité des écosystèmes territoriaux aujourd'hui. Et dernier point, du coup, pour synthétiser tout ça, et là peut-être,
une interpellation globale aux élus locaux. Je pense que oui à la politique des alliances territoriales, mais attention, il ne faudrait pas que la politique des alliances territoriales soit considérée par les élus locaux comme une politique des affaires étrangères. C'est-à-dire que ce n'est pas une politique du dehors, c'est aussi une politique du dedans. C'est-à-dire dans un pays où la décentralisation a construit les pouvoirs locaux comme une forme de mimétisme de l'État, c'est-à-dire où on a toujours tendance à considérer qu'on a son périmètre, son territoire, la question des alliances, c'est la question des politiques du dedans. C'est-à-dire comment on revisite les politiques intercommunales dans une logique de réciprocité et d'interdépendance. Ça vous interpelle à l'intérieur. Merci Daniel Béard. Alors, beaucoup de messages dans votre intervention. Vous les avez concentrés, vous avez insisté sur cette notion d'écosystème local à construire, de nouvelles alliances à promouvoir. On va faire réagir les élus en commençant par Frédéric Sanchez, le président de la métropole Rouen-Normandie. Est-ce que vous vivez les alliances comme les affaires étrangères ou au contraire, vous avez notion de cette différenciation et de cet écosystème local à construire avec les autres collectivités du territoire normand? Il se trouve que j'appartiens au ministère des Affaires étrangères. Donc, écoutez, moi je remercie notre intervenant d'avoir, au fond, après ces discours qui eux-mêmes avaient porté, au fond, le message de la complexité, de contribuer à l'introduire aussi. C'est vrai qu'il y a un pouvoir de séduction extrêmement puissant, souvent relayé par les médias, autour de représentations simplistes de ce qu'est la France aujourd'hui. Et cette complexité, nous la vivons tous, acteurs de l'intercommunalité, dans nos propres territoires. Nous savons bien qu'il y a des petites villes et des villages en difficulté, d'autres qui le sont moins, des centres urbains en difficulté, d'autres qui le sont moins. Dans la métropole Rouen-Normandie, il y a 71 communes, 45 de moins de 3500 habitants. Évidemment, on ne se retrouve pas du tout dans l'idée qu'il y aurait une opposition entre le rural et l'urbain. Ici, à la DCF, ce qu'on aime bien, c'est réfléchir en termes de bassin de vie. Et au fond, quand on évoque la question de l'alliance des territoires, quand je réfléchis à cela appliqué à Rouen, je me dis, bah oui, nous, le bassin de vie, c'est 7 à 800 000 habitants, c'est un tiers de l'emploi de Normandie. Et la question de l'alliance des territoires, c'est le travail concret qu'on engage avec nos voisins. Certains sont présents ici sur les déplacements, sur la GEMAPI, sur l'aménagement commercial, sur l'animation touristique et les problématiques d'hébergement, etc., etc. Je crois qu'il faut, à un moment donné, dans la complexité dans laquelle nous vivons, vérifier comment nous allons contribuer tous ensemble dans un cadre dont nous souhaitons tous qu'il soit stabilisé par l'État, comment nous allons nous projeter vers l'avenir. Au fond, c'est ça le sujet. On est des femmes et des hommes d'action, on a revendiqué certaines fonctions devant nos électeurs, parce que nous souhaitons, à notre mesure, changer le monde, avancer, progresser. Et pour se projeter, il faut un cadre stabilisé. Notre président l'a indiqué tout à l'heure, Johanna Roland également, ce cadre stabilisé est absolument nécessaire pour consolider les nouvelles fondations de la République décentralisée, intercommunalité et région, associées évidemment pleinement aux communes et départements. Alors, stabilité, visibilité, et vous venez de citer le nom des régions. On voit bien que dans cette organisation, il y a des schémas que vous êtes en train de construire avec les régions. Ça a été évoqué tout à l'heure. Et bien évidemment, eh bien, ces complémentarités, elles s'organisent à partir de ces outils. Comment vous les voyez aujourd'hui et comment vous voyez l'évolution de ces outils ? Il faut avoir le courage de l'expérimentation, il faut avoir le courage de l'innovation, il faut cesser de vouloir, s'il doit y avoir des pactes girondins, il faut cesser de vouloir une forme uniformisée des territoires dans leur organisation. Je pense qu'il faut effectivement introduire des souplesses et le moyen du contrat peut être un élément de cette discussion entre partenaires loyaux. C'est un sujet de préoccupation pour les élus que nous sommes. Dans un partenariat, dans un contrat, il faut que les engagements pris par l'État et les collectivités locales soient tenus. Sinon, la défiance s'installe et on ne parvient plus à se projeter dans l'avenir. En milieu urbain, c'est la problématique de la politique de la ville. Elle n'a pas été mentionnée parmi tous les exemples qui, malheureusement, ont semé cet été
les petits cailloux de la défiance. Attention à ce que tout cela ne se transforme pas en torrent. Le trimestre qui vient est fondamental. Il faut absolument, Monsieur le ministre, Madame la ministre, il faut absolument que le gouvernement stabilise l'environnement à l'intérieur duquel nous, élus locaux, qui sommes en train de construire nos projets de territoire dans les nouveaux périmètres issus de ce mouvement législatif de grande ampleur qui vient de se dérouler, il faut absolument que ces projets puissent se construire. C'est comme ça que l'équipe France gagnera. Merci Frédéric Sanchez. Passez le micro à votre voisin Jean-Pierre Jalot, qui est le premier vice-président de l'Association nationale des pays et pôles d'équilibre. Alors là, c'est la voix plutôt des territoires ruraux. On en parle depuis ce matin. Changer de regard, de lunettes, comme nous le dit Daniel Béard, et comprendre une autre façon d'aborder les territoires, les alliances de territoires, les écosystèmes. Comment vous le voyez? Je rappelle que vous présidez un pays qui est celui du Perche-Orne. Perche d'Eure-et-Loir, plus précisément 1h30 de Paris, mais qui vit bien cette attractivité de la grande métropole parisienne et finalement est là pour défendre aussi les vertus de la ruralité. Simplement, merci de nous inviter. Nous ne remettrons pas ici au centre du débat l'aspect revendicatif de la ruralité, mais je voudrais bien m'inscrire dans cet écosystème dont vous venez de parler, parce que nous avons en effet une vision dynamique, dans la mesure où nous fédérons, vous savez, en France, plus de 300 territoires de projet. Tous s'inscrivent dans une dynamique qui couvre déjà 85% du territoire national et 45% de la population. Et surtout, nous aidons nos territoires à structurer l'ingénierie de projet. Donc, projet de territoire, ingénierie de territoire, à la bonne échelle, au service des intercommunalités, des communautés de communes. En moyenne, nous avons 3 EPCI par territoire. Et nous sommes, me semble-t-il, la bonne échelle de concertation pour les alliances que vous venez de citer entre, justement, les communautés de communes, dans le milieu rural profond, parfois isolé, fragilisé, et les métropoles. Et nous avons milité énormément pour les pactes de réciprocité, puisque vous avez bien voulu mentionner que ce sont 2 pays qui les ont signés. Merci. On continue le tour de table avec vous, Philippe Grosvalet, président du conseil départemental de Loire-Atlantique. Tout à l'heure, Jacques Mézard a parlé de l'accès aux services publics. Alors, c'est une des responsabilités du département aujourd'hui de faire ce schéma d'accessibilité aux services publics dans cette complémentarité, cette cohésion des territoires. Comment vous abordez la question ? D'abord, si tout pouvait encore se régir de Paris et au travers de grands schémas d'aménagement qui s'imposeraient uniformément à tous, évidemment, cela se saurait. Ce serait un peu comme penser que la fin de la taxe d'habitation et la baisse des loyers régleraient le problème du pouvoir d'achat, voyez-vous. Donc, la question qui nous est posée, au fond, est une question qui touche à la cohésion nationale. Parce que la cohésion des territoires, ou plutôt ces fractures territoriales dont on parle, ce sont d'abord et avant tout des fractures sociales. D'où une approche nouvelle de cette promesse d'égalité de la République qu'évoquait tout à l'heure Johanna. Cette promesse d'égalité, elle passe évidemment par l'accessibilité. C'est le sens premier que je donne au projet du département, l'accessibilité et la protection. On ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Alors l'accessibilité, c'est d'abord l'accessibilité à l'emploi. Nous avons, autour de Dominique Bussereau, rencontré le président de la République au cours du mois de juillet. Il nous a parlé d'un continuum entre emploi, formation et économie. Je ne sais pas ce que cela signifie, moi, aujourd'hui. Ce que je sais, moi, sur le département de Loire-Atlantique, c'est que je vois en permanence des chefs d'entreprise dans tous les domaines d'activité qui se plaignent de ne pas trouver de salariés. Et le président du département que je suis voit tous les jours des personnes très éloignées de l'emploi. Alors, peut-être faudrait-il qu'enfin l'État abandonne cette idée qu'il peut tout faire partout pour tous. Et sur cette question de l'emploi, par exemple, considérer que la bonne échelle, c'est plutôt la région, justement pour assurer ce continuum entre l'économie, c'est-à-dire la connaissance du tissu local des entreprises et des entrepreneurs, la formation, qui mérite de grands bouleversements, et la question, évidemment, de l'emploi. Alors, formation, emploi et accessibilité à l'emploi, accessibilité au logement.
accessibilité au logement partout et pour tous. Et les mesures qui sont annoncées mettent en péril des politiques publiques que nous conduisons depuis des années. Nous venons de capitaliser l'Office départemental d'habitat de 15 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près le manque à gagner qui surviendrait à la suite de la baisse de loyer. Accessibilité au transport, bien sûr. Accessibilité à l'éducation, quand aujourd'hui, les communes de Loire-Atlantique ne sont pas en capacité, si le département n'était pas à leur côté, de financer simplement des écoles. Quand un département qui gagne 15 000 habitants supplémentaires chaque année, 45 000 habitants nouveaux. Accessibilité à la culture, accessibilité aux loisirs. Cette question de Alors, gain de l'accessibilité... population dans le département, mais peut-être une répartition qui est très diverse aussi. Non, tout le département. Il y a et avec ici, des mobilités plus longues, plus importantes. Une grande homogénéité et une grande diversité. Je préside à l'Assemblée des départements de France la commission des problématiques particulières. Le ministre parlait tout à l'heure de la diversité de la France. Il y a des départements franciliens, des départements ultramarins, des départements littoraux, les départements montagnards, voilà. Et puis les départements dits métropolitains, parce que c'est une définition qui n'existe pas. Au fond, nous avons la conscience que dans cette diversité, nous devons rendre cette promesse d'égalité et que l'accessibilité et la contribution de chacun. Je vais prendre 2 exemples. Parce que cette alliance, elle se joue sur nos territoires. Et elle se joue par la démonstration. Le numérique que vous évoquez, Monsieur le Ministre, voilà un bel exemple. Voilà un bel exemple d'une alliance globale. L'État qui donne le sens, qui met des moyens, qui définit les règles, et puis nos territoires. Et les départements prennent toute leur place, ici soutenus par la région, pour justement équiper tous les territoires pour cette promesse d'égalité. Au-delà des territoires, ici nous avons une métropole, mais nous avons aussi 5 communautés d'agglomération. Et on voit la carte justement de la couverture en 4G. Plus 12 communautés de communes. Et en dehors des métropoles et des 2 communautés d'agglomération qui ont été réservées au privé, il nous faut bien, nous, assurer la continuité si on ne veut pas que demain, il y ait cette fracture numérique. Donc ça, c'est une alliance remarquable. Une autre alliance, alors elle est bien connue, et, hélas, je dis hélas, dans ce département, parce que je ne peux pas ne pas parler du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est un compromis. C'est justement un compromis entre la ville et la campagne. C'est un compromis d'avenir pour assurer les mobilités du futur, celles qui feront que toutes les métropoles d'Europe seront reliées entre elles par des plateformes aéroportuaires. Et ce compromis est aussi un compromis sur le foncier. Parce que si nous ne voulons pas demain grignoter, continuer l'extension urbaine, il faudra bien que nous puissions construire sur la ville. Voilà un beau comment compromis, ça se passe dans ce département entre la Loire-Atlantique et la campagne. Mais là, quand 2 régions, 9 départements, toutes les communautés de communes, les habitants se sont exprimés, nous avons un peu le sentiment d'être abandonnés au plus haut niveau de l'État. Voilà. Bon, on attendra le résultat de la médiation. Caroline Cayeux, présidente donc de Ville-de-France et présidente de la communauté du Beauvaisis, maire de Beauvais. Comment vous entendez les propos de Daniel Béard pour repenser un peu cette complémentarité, parler d'attractivité, d'écosystèmes locaux? Comment vous le vivez? Et également représentant tout ce maillage des villes moyennes, cette trame qu'évoquait Jacques Mézard tout à l'heure. Merci beaucoup. Je voudrais évidemment à mon tour remercier la DCF pour son invitation, féliciter son nouveau président et remercier Madame le ministre et Monsieur le ministre pour leur présence et de nous avoir donné la parole dans cette assemblée importante. Ville-de-France, je le rappelle en 2 mots, ce sont les villes de 20 000 à 100 000 habitants avec leurs intercommunalités et dont beaucoup, pas toutes, sont un peu devenues des satellites des métropoles. Je pense à ma collègue le maire d'Albi qui est ici dans la salle, mais d'autres, dans le département de l'Oise par exemple, il n'y a pas de métropole, dans l'Aisne, dans la Somme, il n'y en a pas non plus. Donc nous avons l'obligation de nous inventer des modèles
de dynamisme, des modèles de solidarité entre les territoires. Et je pense que nos villes moyennes, nos villes-centres ont un rôle important. Et Monsieur le ministre, j'ai apprécié les propos que vous avez tenus tout à l'heure sur votre projet des villes moyennes, parce que nous avons des charges de centralité extrêmement lourdes, mais que nous les partageons évidemment pour accueillir nos communes rurales et créer cette solidarité pour que ces territoires ne soient plus des territoires, je dirais, de moins de services publics, moins de jeunes, moins de logements, on peut aussi en parler, et que les antennes universitaires, les transports qui sont centralisés chez nous puissent irradier sur le territoire. Donc moi je dirais essentiellement en fait au nom de Ville-de-France 2 choses. La stabilité, c'est un mot qui a été employé, stabilité sur les réformes qui ont été menées à marche forcée, nous sommes agrandis. Dans l'Oise par exemple, il y a eu un regroupement important de communautés de communes, mais il faut nous donner le temps d'assimiler ces démarches, nous donner le temps d'assimiler financièrement ces nouvelles charges, et que les finances de l'État, même si nous avons besoin de la verticalité de l'État, puissent être stables et ne pas chaque année être aussi un moins particulier. Donc j'ai dit premier objectif, la stabilité, et deuxième objectif, évidemment, un partenariat gagnant-gagnant avec l'État qui nous permette de mener à bien, nous sommes à mi-mandat, de mener à bien les projets sur lesquels nous nous sommes engagés dans nos communes. Donc je crois que ça c'est un point important de Ville-de-France, nous sommes des pivots sur des territoires, et avec nos départements, avec les régions, nous nous efforçons de mettre en place un certain nombre de projets, si tant est que nos budgets puissent être stabilisés. Et je crois que c'est ça aussi une des ambitions de Ville-de-France. Alors, stabilité, visibilité, et puis des projets, dites-vous. On va tout de suite ouvrir le débat avec vous, puisque c'est votre convention. On va mettre un peu plus de lumière dans la salle. Et il y a des hôtesses avec du numéro auquel vous faites signe pendant que les premières questions vont s'organiser. Charles-Éric Leménian, peut-être un petit mot par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par Daniel Béard et par rapport aux propositions qui sont faites aujourd'hui. Oui, moi d'abord, j'aurais aimé vous lancer un message d'optimisme. Il n'y a pas de fatalité de déclin des territoires. Rappelons-nous 47, Paris, des Airs français de Jean-François Gravier. Quelle est la grande mutation des 50 dernières années? C'est que les villes de province ont explosé au bon sens du terme. Quelle est la réalité dans nos départements? La Vendée, la Haute-Loire et le Jura ont réussi à mener des politiques économiques extrêmement intéressantes et très poussées. Ce n'est pas fait partout. Je crois que le volontarisme politique a du sens. Je me rappelle également que dans les années 70, en Allemagne, la région riche, c'était la Ruhr, la région pauvre, c'était la Bavière. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Donc c'est vrai qu'il y a dans nos territoires des expérimentations, une volonté politique qui peut déboucher sur des succès. Ça dépend aussi de nous. Premier message. Deuxième message, c'est qu'il y a un nouveau territoire. Je prends souvent l'exemple de Reims. Reims, c'était une communauté urbaine de 16 communes, 220 000 habitants, 85% dans la ville-centre de Reims. Aujourd'hui, Reims a fusionné avec les 8 Comcom avoisinantes. C'est maintenant 144 communes avec 280 000 habitants. C'est une communauté urbano-rurale. Il faut faire extrêmement attention. La solidarité ville-campagne, elle s'opère à l'intérieur bien de sûr. ces intercos. Et ce qu'on a noté, on a fait une étude en 2008 sur la péréquation au sein de nos intercos. On s'est rendu compte que nos intercos, et plus elles sont anciennes, plus elles font cette péréquation, ont un effet péréquateur en termes de potentiel fiscal entre les communes plus important que les dotations de solidarité de l'État. Donc encore une fois, la réalité de nos territoires, elle est essentielle. Je crois que ces nouveaux territoires doivent nous conduire aussi à essayer d'harmoniser les périmètres de contractualisation. Et je suis d'accord avec Daniel Béard, il ne faut pas s'amuser à multiplier les contrats par catégorie de ville. Non, ce n'est pas la peine. Mais simplement, pourquoi dans nos territoires, les circonscriptions de la CAF, de l'ARS, des départements, des Comcom sont tous différents? On n'y comprend rien. Harmoniser les périmètres de contractualisation. Et troisième élément, il faut des contrats qui partent du terrain. À l'État de fixer les grands enjeux,
Comment je communique, comment je me soigne, comment je bouge, comment j'accède aux services publics de proximité, comment je crée de la valeur économique dans mes territoires. Mais après, qui connaît mieux la réalité des territoires? Qui connaît mieux les projets qui doivent être soutenus? Ce sont bien sûr des aides du terrain. Et donc là-dessus, ma conviction, c'est que ça ne va pas descendre d'en haut. L'État et les régions doivent fixer les grands enjeux. On ne doit pas territorialiser les politiques de l'État et territorialiser les priorités de la région. Il faut que l'État et la région définissent les grands enjeux et fassent confiance au territoire. Alors, je suis convaincu que l'expérimentation doit permettre de répondre à ces questions. Les élus de terrain que vous évoquez, ils sont là dans cette salle et on va leur donner la parole sur ce thème de la cohésion des territoires, à partir de tout ce que vous avez entendu depuis ce matin, qu'il s'agisse des propos de Jacques Mézard et des intervenants qui ont amorcé cette table ronde. Qui souhaite intervenir? Voilà, vous faites signe. Oui, la numéro 3, là-haut. Et le micro arrive jusqu'à vous. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, Laetitia Verhaeg, je suis doctorante au laboratoire Géographicité et donc je travaille sur les nouvelles relations ville-campagne en France et plus largement en Europe. Et vous parlez des relations ville-campagne et des solidarités ville-campagne comme si c'était quelque chose de nouveau. Or, en regardant un petit peu l'histoire en France, ça existe quand même depuis l'Antiquité. C'est juste que le sujet revient typiquement sur les questions d'approvisionnement alimentaire ou en eau ou la valorisation agricole des déchets urbains. C'est quelque chose de très très ancien. C'est juste qu'effectivement, c'est ce que vous avez un petit peu tous souligné ce matin, on a des transitions qui sont en cours, qui réinterrogent ces enjeux-là et bien d'autres, et du coup qui posent aussi des questions de partenariat, de contractualisation, qui prennent des formes nouvelles, ou en tout cas qui expérimentent des choses qui sont là depuis quand même plusieurs années. Voilà, donc merci pour vos réactions et merci pour cette matinée très riche. Voilà. Donc nous permettre de voir les choses sur la longue durée, il y a des permanences, et donc elle est même indispensable, cette solidarité ville-campagne. À vous, le numéro 1. Denis Durand, président de la communauté de communes du Pays de Néronde, pays très rural. Effectivement, le thème de notre congrès, c'est l'opposition. C'est les relations ville-campagne. Non, non, ce n'est pas l'opposition, justement. Hein. Vous avez entendu les mots d'alliance, d'attractivité, des mots positifs. Je suis un petit peu provocateur parce qu'en fait, dans la réalité, l'État oppose, puisqu'on a créé les métropoles qui vampirisent quand même globalement les territoires ruraux. Et aujourd'hui, au niveau des dotations, on est à 60 € par habitant pour une métropole, quand on est à 20 € par habitant pour les communautés de communes rurales. Alors il faudrait que l'État cesse cette opposition et qu'on en arrive à une réelle égalité des territoires. Merci. On va prendre d'autres interventions. Alors, numéro 2, c'est à vous. Oui, bonjour. Hervé Cherubini, président de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles. C'est une des 4 intercommunalités du département des Bouches-du-Rhône qui comporte, comme vous le savez, la plus grande métropole de France, celle qui a le plus grand nombre de communes, 92 communes et plus de 3000 km². On sait tous que le département des Bouches-du-Rhône va disparaître. Donc ce matin, j'ai entendu parler d'expérimentation. Donc je vous soumets un cas concret qui concerne les 3 autres intercommunalités du département des Bouches-du-Rhône hors métropole. Nous travaillons à un projet de territoire pour créer une structure nouvelle, donc une communauté d'agglomération unique sur l'ouest du département qui hériterait des compétences du département si un jour le département est amené à disparaître. Voilà, donc je voulais vous faire part de cette expérience territoriale qu'on va se permettre de proposer à la représentation nationale, au gouvernement et aux ministres concernés. Je crois que ça rentre dans le cadre de ce qui a été dit ce matin. Ça doit remonter des territoires. C'est une proposition des élus de ces territoires. Ça nous permettrait d'éviter de rentrer dans une métropole qui est déjà la plus importante de France. Et je crois que ça nous permettrait de faire une expérience sur cette partie du département des Bouches-du-Rhône qui pourrait être reproduite dans l'ensemble des départements métropolitains qui peut-être un jour seront amenés à disparaître. Merci. Alors peut-être que comme les questions de finances et les questions d'organisation institutionnelle, on verra peut-être tout à l'heure à l'intervention de Jacqueline Gouraud,
On prend encore une intervention là-haut, que je n'oublie personne. Non? Alors, on va peut-être répondre à la question des différences de dotation. On a parlé de métropole vampire. Je ne sais pas si Frédéric Sanchez ou Charles-Éric Leménian se sentent dans cette position de vampire par rapport aux autres territoires. Mais on sait très bien, effectivement, que depuis très longtemps, il y a cette différence dans les dotations entre les très grandes collectivités et le monde rural qu'évoquait votre collègue. Alors, je sens qu'il va falloir que je fasse preuve de talent diplomatique. Vous avez dit que vous étiez Quai d'Orsay. Au risque, pour le coup, de ne pas être applaudi, je pense qu'il faut analyser, au fond, le pourquoi et l'utilité de ces différences. La métropole de Rouen, comme institution, verse évidemment aux communes qui la constituent. Tout le monde connaît ça ici, une attribution de compensation, une des plus importantes dotations de solidarité communautaire de France. Nous avons mis en place des fonds de soutien en investissement, quelques fonds en fonctionnement, etc. La solidarité entre nous repose sur cela et l'exercice d'un certain nombre de politiques publiques, ne serait-ce que le déploiement d'un transport à la demande dans les petites communes. Mais au fond, je ne crois pas que le pays attende de la métropole de Rouen et des autres grandes agglomérations françaises seulement cela. Cela, bien sûr, mais aussi, nous attendons de nous que nous aidions l'université à reconstruire sa bibliothèque, nous aidions le CHU à se doter des plus importants équipements techniques nécessaires à la santé d'aujourd'hui, que nous prenions en charge le financement des grandes infrastructures ferroviaires, portuaires, Rouen est un port de fond d'estuaire, et routières, infrastructures qui peuvent encore manquer sur notre territoire, que nous menions avec la région. Nous sommes le deuxième investisseur public de Normandie, des politiques qui visent à préparer le moyen et, j'espère, le long terme de notre beau pays pour retrouver une promesse de progrès, comme il a été dit tout à l'heure. Et donc, c'est tout cela qui est en jeu. Pas seulement un certain nombre de services de proximité qu'il faut rendre, sans lesquels, bien sûr, nos concitoyens, de toute façon, n'auront pas confiance dans l'avenir. Alors, vous allez nous faire la théorie du ruissellement de la métropole Non, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé de ça. Vous avez peut-être remarqué que j'ai évoqué des choses qui ne relèvent pas du ruissellement, mais pour le coup, de la mobilisation d'un certain nombre de crédits sur le budget de la métropole Rouen-Normandie, au bénéfice d'enjeux stratégiques pour la région Normandie. Un emploi sur 3 de Normandie dans le bassin de vie de la métropole rouennaise et des enjeux stratégiques pour la vallée de Seine et le pays. Et donc c'est tout cela aussi qui se joue dans la façon dont l'État nous accompagne. Et ce discernement qui a conduit à ce qu'un certain nombre de choses se différencient au fil des années doit peut-être être revisité, et même très vraisemblablement. Parce qu'à vrai dire, nous le savons tous ici, nous avons atteint un tel niveau de complexité dans le calcul non seulement des dotations, mais aussi des dispositifs de péréquation, qu'au fond, le sentiment de l'égalité s'est atténué. Et je comprends les réactions qui, tout à l'heure, ont une approche, si j'ose dire, arithmétique de l'égalité. À chaque citoyen dans chaque commune, la même dotation. Mais il faut avoir évidemment une vision plus riche et plus complexe de l'égalité qui prend en considération les responsabilités spécifiques qui pèsent sur un certain nombre de grands territoires au bénéfice de l'ensemble de la République. Vu de la métropole d'Orléans. Plutôt non, vu de la DCF, si vous le voulez bien. 3 éléments. Premier élément, la notion des charges de centralité. On n'a jamais réussi à l'objectiver et pourtant, elle est évidente. Les grands équipements, il faut bien les financer et ils ne servent pas uniquement à la métropole, ils servent à tous ceux qui les utilisent. Premier élément. Deuxième élément, la DCF a toujours souhaité une réforme de la dotation globale de fonctionnement dans lequel on n'ait pas un niveau de DGF par habitant lié au statut de l'intercommunalité. Donc là-dessus, clairement, nous disons que ce n'est pas parce qu'on est communauté urbaine qu'on devrait avoir plus de dotation que quand on est communauté d'agglomération ou communauté de communes. Troisième élément, nous avons toujours plaidé à la DCF pour le FPIC, pour le fonds de péréquation. Et là-dedans, très clairement aussi, nous souhaitons, dans la mesure où les périmètres se sont modifiés, se sont rapprochés des bassins de vie, dans la mesure où du coup les différences entre les intercos sont moins importantes qu'elles n'étaient auparavant. Nous considérons que l'échelle logarithmique, celle qui fait qu'il y a plus de dotations pour les grands territoires que pour les petits territoires, soit diminuée
soit modifié pour prendre en compte justement qu'il y a une solidarité à l'intérieur des intercommunalités. Et c'est très important de prendre en compte ce phénomène. Il faut consolider les richesses entre les communes et leur propre intercommunalité. Deux communes qui ont la même situation financière. Lorsqu'une a délégué 90% de ses compétences à l'interco et l'autre a délégué 10% de ses compétences à l'interco, elles n'ont évidemment pas la même situation financière. Et donc, il faut consolider les richesses et les charges entre les communes et les communautés. C'est ce que nous demandons depuis bien longtemps. Alors, consolidation, cohésion à l'intérieur même des intercos, quel que soit leur statut. Caroline Cailleux. Sauf que je me permets d'ajouter que souvent ces métropoles ont drainé et drainent encore les richesses. Il y a des déménagements de grandes entreprises qui centralisent, au lieu d'avoir une filiale qui centralise dans la métropole. Donc c'est forcément moins d'actifs, moins de cadres, moins de richesses. Et je pense par exemple, on nous annonce une nouvelle réforme de la carte judiciaire. Est-ce que tout va être centralisé autour des centres des cours d'appel, ce qui voudra dire que des tribunaux dans des villes moyennes ou disparaîtront ou auront moins de pouvoir. Donc là aussi, c'est un appauvrissement du territoire. Donc je ne le dis pas pour polémiquer, mais je pense qu'il y a dans la vérité un véritable danger que les métropoles, malgré elles d'ailleurs, parce qu'elles réussissent, et je ne le dis pas par rapport à mon collègue, mais de drainer et de centraliser un certain nombre de pouvoirs. Au risque du centralisme régional et des centres de complémentarité. Aussi un petit message que vous passez à votre voisin, quand on refait des cartes administratives, cartes judiciaires, comment on fait plutôt du réseau que d'en rajouter dans la centralisation. Philippe Grosvalet, vous souhaitiez intervenir? Oui, nous sommes directement concernés ici en Loire-Atlantique avec une métropole et puis cette annonce qui avait été faite de la fusion. Alors, je ne parlerai pas des Bouches-du-Rhône qui peut-être est un cas singulier. Mais c'est une question très prégnante. J'avais été chargé aussi à l'ADF de ces questions-là. Au fond, la dialectique entre urbain et rural, elle est partout présente, que l'on soit métropole ou pas. D'ailleurs, j'avais prévenu à l'époque que le nombre de métropoles augmenterait en France. Voilà, j'avais même fait la liste, bien avant que les 23 soient déterminés. 22, oui. Voilà. Donc la question, c'est l'échange. Les métropoles, je ne sais pas si elles ruissellent, en tout cas elles rayonnent, elles innovent, elles irriguent l'ensemble du territoire. C'est une richesse extraordinaire, c'est une chance extraordinaire ici d'avoir une métropole, même deux avec Rennes, d'avoir cette capacité d'attraction, de dynamisme. Vous parliez tout à l'heure de la Vendée, mais la Vendée profite du rayonnement de Nantes. Un autre exemple, je recevais l'autre jour le directeur du CHU de Nantes. Pourquoi est-ce que nous pouvons maintenir un très haut niveau de service dans les petits hôpitaux du département? Parce que nous les avons reliés avec des très gros investissements et que ces investissements permettent à des professeurs ici à Nantes de pouvoir soigner des gens à Ancenis. C'est une question. Le mot que vous avez prononcé, relié, la mise en réseau. Quand j'ai engagé 11 millions d'euros pour la réhabilitation de la gare de Nantes, au niveau du département, il y a eu un grand débat. Alors moi qui suis un utilisateur du train le matin et le soir pour venir de Saint-Nazaire à Nantes, je peux vous l'assurer, ceux qui utilisent la gare de Nantes, ce sont justement les habitants qui n'habitent pas l'agglomération de Nantes, mais qui habitent en dehors. Et donc c'est légitime que le département... Alors le département a aussi une fonction importante, justement là où il y a une métropole, de redistribution des richesses, tout simplement par la péréquation. Parce que la richesse produite ici et que nous percevons, nous, au niveau du département, nous la redistribuons sur l'ensemble du territoire départemental. Et donc il faudra bien que nous reposions cette question de la péréquation intra-départementale et sans doute au niveau national entre les départements de France. On vous redonne la parole, c'est à vous, avec les questions que vous posez sur les complémentarités, les contractualisations aussi possibles aujourd'hui. Un peu plus de lumière peut-être pour voir les demandes de prise de parole. Qui souhaite intervenir? Non? Pas de prise de... Alors, quand on évoquait la mise en réseau... Oui. Ah voilà, numéro 3. Allez-y, vous présentez s'il vous plaît. Bonjour, Marine Baudry, DGA de la communauté d'agglomération d'Arles.
Ma question portait plutôt sur ce qu'a dit tout à l'heure Johanna Roland sur les modes de vie des habitants. Aujourd'hui, on entend, on va dire, chaque institution se claquemurer dans ses limites administratives. Or, les habitants ne vivent pas du tout comme ça et passent aussi bien d'une campagne à une ville, d'une métropole à voilà, le train, etc. Donc, ce qui fait, moi, ça me perturbe qu'on parte toujours des besoins des collectivités et pas des besoins des habitants. Merci. Merci. Bah, peut-être donner la parole à Jean-Pierre Jalot, justement, hein, parce que effectivement, non seulement ils sont mobiles, mais les habitants, ils évoluent, ils ont un autre rapport au territoire. Et quand on préparait le débat, vous me parliez aussi de télétravail, d'attractivité des territoires ruraux. Oui, tout à fait. Vous savez, il y a plus de 10 millions d'habitants métropolitains qui ont un rêve de campagne. Alors, il y a aussi des utopies, bien sûr, mais il y a des réalités. Et nous avons pris le parti, dans le pays Perche, mais dans beaucoup de pôles métropolitains, pôles territoriaux et ruraux de France, de privilégier le dynamisme de l'accueil de cette nouvelle population. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déjà être prêt à accueillir les porteurs de projets. Donc nous avons toute une ingénierie dédiée et des guichets uniques d'accompagnement de ces porteurs de projets dans leur développement. Nous avons misé beaucoup sur le tourisme comme facteur d'attractivité. Comme beaucoup de territoires, ce sont des industries non délocalisables, on le sait. Et donc chacun territoire peut être invité à utiliser le tourisme comme arme privilégiée. Nous avons fait fi des frontières administratives en créant un guide du routard, par exemple, avec 4 départements, 3 régions et un parc naturel régional. Donc les initiatives sont là, peuvent témoigner de cette volonté de s'adapter au désir d'accueil des habitants en étant à leur disposition, en mettant en œuvre des services à la population de façon structurée et le plus partenariale avec la ville moyenne, et ainsi montrant que l'intelligence collective, vous le voyez, il y a une ingénierie mutualisée qui est très importante et que parfois certaines communautés de communes ne peuvent pas se payer. Voilà la raison même d'existence de nos pôles territoriaux et ruraux. Alors Jean-Luc Rigaud, vous le disiez dans votre intervention, vous aviez à l'occasion de la Conférence nationale des territoires fait des propositions. Peut-être que ce serait intéressant à ce moment de notre débat de rappeler les propositions de la DCF pour avancer dans cette cohésion entre les territoires et les complémentarités à mieux organiser aujourd'hui. Oui, effectivement, ça fait partie des plateformes et on en a débattu hier en Assemblée Générale, le fameux document de 20 pages qui sont les grands enjeux. Frédéric Chancez a évoqué tout à l'heure l'arrêt des réorganisations. J'ai également rappelé à chacun qu'il fallait stabiliser nos organisations, prendre le temps de les approfondir. Première grande thématique. Il y a la thématique évidemment de la réorganisation financière de nos collectivités, mais je pourrais laisser Charles-Éric Lemaignant en dire quelques mots. Et puis tous les grands enjeux qui ont fait l'objet hier de motions, notamment sur la partie environnementale, l'application de la GEMAPI notamment, une demande très claire de reporter le début de la mise en œuvre de cette GEMAPI à au moins 2 ans pour laisser le temps de la réorganisation, bien sûr ceux qui ont démarré, qui sont déjà dans ces politiques laisser faire, mais permettent vraiment que l'obligation de 2018 soit celle du début du temps du débat et de la mise en œuvre, de la réflexion et non pas de la mise en œuvre opérationnelle. Voilà des demandes très fortes qui ont été formulées de la même manière, je l'ai dit tout à l'heure, sur le financement des agences de l'eau. Ça nous paraît pas correct de faire cela. Donc on voit que dans le dialogue qui s'installe, puis j'ai entendu que notre ministre était un homme de dialogue, je sais que c'est également un homme d'écoute, donc je pense que tout va bien se passer. Charles-Éric. Je me permettrai d'insister sur 3 points. D'abord, primo, un point qui avait été évoqué tout à l'heure, sur lequel je reviens, c'est notre hostilité de principe à la pratique des appels à projets. Tout simplement parce que les appels à projets, le plus souvent, c'est contradictoire avec la logique de l'aménagement du territoire. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui peuvent répondre sont ceux qui ont de l'argent ou de l'ingénierie. Et donc là-dessus, évitons cette politique des appels à projets. Deuxième élément, une refondation en profondeur de la contractualisation. Ça, c'est important, on l'a vu au cours de notre Assemblée générale d'hier. On a parlé des contrats de ruralité, il y a eu certains témoignages qui nous disent que ce qui était vrai il y a 6 mois, bizarrement, n'est plus vrai aujourd'hui. Des actions qui étaient éligibles dans un contrat de ruralité signé il y a 6 mois ne l'étaient plus aujourd'hui. Il faut donc redonner de la valeur à la parole de l'État.
il y a une continuité de l'action publique. Et si on veut qu'on se relance dans une politique de contractualisation, celle que propose le Premier ministre, il faut qu'on ait des garanties pour que ces contrats soient respectés par les deux parties et pas par une seule. C'est le deuxième point. Le troisième point, ce sont les propositions que nous avons faites pour redynamiser l'investissement local. Et là-dessus, sachons bien que la qualité des équipements publics de la France est l'un des rares éléments d'attractivité du site France par rapport aux autres pays d'Europe. On a des équipements publics de grande qualité. On n'est pas comme l'Allemagne, 46% de ses ponts qui sont dans un état critique, ce que soulève même le patronat allemand. Et donc là-dessus, nous devons conserver cette puissance de l'investissement local qui est portée pour l'essentiel par nos collectivités locales. Alors, le rôle de l'État, c'est de nous aider à définir les grandes priorités nationales, les réseaux. Effectivement, le ministre a évoqué la question de la fibre. Tout ça, quelles sont les grandes priorités? Et après ça, nous permettre, nous, dans nos territoires, de pouvoir porter des projets prévisionnels d'investissement qui soient le plus possible communs entre les communes et leur propre intercommunalité. Cette notion des pactes girondins, cette notion des assises nationales de l'investissement, c'est vraiment la question. On ne pourra pas continuer à investir si notre épargne se casse la figure, et cela pose toute la question. On ne va pas l'aborder ici, on l'abordera dans des forums demain en particulier. Ça pose évidemment la question des finances publiques et de la contrainte financière qui pèse sur nous. Merci. Une réaction de Jacques Mézard sur cette contractualisation, sur la parole de l'État. Il y a eu aussi comme ça tout un passé qui a construit cette défiance de vos collègues élus. Écoutez, on a parlé d'une décennie. Bon, moi, je ne veux pas polémiquer sur la situation financière que le gouvernement a trouvée, sur des engagements qui avaient été pris sans être financés. Nos concitoyens, ce qui les intéresse, c'est le concret. C'est-à-dire les décisions que nous prenons et la manière dont on va pouvoir les mettre en place. Effectivement, nous nous sommes trouvés avec une série de décisions, de signatures qui n'étaient pas financées, dont acte. Que la méthode soit brutale, j'en conviens et je l'entends. Mais il y a des réalités financières auxquelles notre pays est confronté. Alors, ce que je souhaite, en tout cas, c'est la position que nous défendons. Vous avez parlé de stabilité. Nous avons besoin, après le Big Bang territorial, et d'ailleurs, je vois que le président du conseil départemental est heureux que les départements existent encore. J'y ai travaillé. Hein? Bon, je ne reviens pas sur un passé récent. Donc, stabilité par rapport aux institutions, avec la clarté qu'il n'y aura pas une accumulation de textes législatifs pour revoir le système institutionnel. Le passé est le passé, on en pense ce qu'on veut. Il y en a qui ont défendu les départements, il y en a qui voulaient, dans les objectifs de la loi NOTRe, il est inscrit en toutes lettres qui devait être supprimé en 2021. Vous regarderez. Pour être beaucoup intervenu au Sénat, j'ai un souvenir très clair de cela. Mais c'est le passé. Donc, pas de Big Bang territorial. Et j'entends le besoin, le président Leménian l'a rappelé aussi, le besoin de lisibilité. C'est-à-dire que les choses soient calées le plus rapidement possible sur les financements sur les années qui viennent. Quand j'ai parlé de la politique de la ville, j'ai entendu effectivement le coup de rabot. J'ai fait en sorte que ce soit au niveau central qu'on en assume la plus grande partie. Mais pouvoir dire aujourd'hui que les dotations politiques de la ville seront sanctuarisées sur le quinquennat, je pense que c'est un message clair et lisible, et c'est vers cela qu'il faut aller. J'entends les inquiétudes des élus de se dire qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine et l'année suivante, à chaque fois, de se dire chaque année, je l'ai vécu comme élu, j'ai vécu les baisses de dotation comme vous. Donc ce besoin de stabilité et de lisibilité, nous l'avons entendu. Merci Jacques Mézard. Alors pour terminer, on va redonner la parole à Daniel Béard qui avait introduit notre propos. Alors est-ce qu'on va vraiment changer de lunettes pour aborder cette question de cohésion des territoires, comme vous nous y invitiez? Je continue peut-être un peu dans la provocation là-dessus pour vous interpeller. Moi j'ai entendu, est-ce que la question des solidarités ville-campagne, le thème là, ça s'inscrit nécessairement
là aussi dans une grille de lecture qui est un peu ancienne, hein, celle des bassins de vie, vous l'évoquiez tout à l'heure. Moi j'ai des doutes. J'ai des doutes, je vous pose la question, parce que qu'est-ce que c'est qu'un bassin de vie aujourd'hui? Ce que disait madame tout à l'heure dans la salle, c'est-à-dire qu'en effet, les gens aujourd'hui, ils vivent plus en bassin, ils vivent en archipel. Hein. Ils passent d'un endroit à un autre, ce qui était dit sur le lieu de vie, le lieu d'habitation, le lieu de travail, etc. Et donc du coup, est-ce que la question de la solidarité ville-campagne se réduit à réorganiser les bassins de vie? Pas si sûr. Moi, je suis de très près la plus grande intercommunalité de France aujourd'hui, le Pays Basque, hein, 158 communes, 300 000 habitants. Ce n'est pas un bassin de vie. Malgré l'échelle, ce n'est pas un bassin de vie. Hein. Ça déborde de partout. Le bassin, vous voyez, enfin, si on continue la métaphore aquatique, c'est plus vraiment ça. Et donc l'archipel, puis Philippe Grandvalet qui disait peut-être la gare, hein, voilà, finalement, le plus important, c'est ce qui met en réseau. Et donc, du coup, la question, c'est que ces fameuses solidarités ville-campagne, qui en effet sont multiséculaires, eh aujourd'hui, elles n'existent plus sur le mode historique des solidarités organiques. C'est-à-dire, c'est plus la campagne qui produit, la ville qui consomme, et la ville lieu du commerce, etc. Et donc, c'est bien pour ça, je pense, que la question est bien une question de volontarisme politique. C'est-à-dire comment aujourd'hui, au travers de vos politiques publiques, vous réorganisez un espace local qui ne sera jamais un espace comme un bassin de vie comme avant, mais qui sera un espace en effet de réciprocité où les acteurs seront gagnants-gagnants. Et ça, il me semble que c'est vraiment en effet de l'ordre du volontarisme. Et du coup, enfin, encore une fois, je pense que ça va être très difficile, quand vous dites changer de grille de lecture, ça va être très difficile de s'affranchir des lectures catégorielles. J'ai bien entendu comment, Madame Caillou, tout à l'heure, vous êtes revenue sur les métropoles productrices de richesses, etc. Attention, enfin, c'est vrai qu'on est aujourd'hui, les rapports successifs de France Stratégie, par exemple, nous font des analyses, c'est la poule et l'œuf. On part de la catégorie et on constate que la catégorie métropole est la catégorie gagnante. Sauf qu'on construit la catégorie et du coup on voit que évidemment les 20 métropoles sont les métropoles qui concentrent la richesse, etc. Mais regardez, c'est de la moyenne. C'est-à-dire si vous regardez effectivement métropole par métropole, eh bien la dynamique de l'emploi, Monsieur le Président de la métropole de Rouen, je ne veux pas vous stigmatiser, mais la métropole de Rouen, elle n'est pas dans le peloton de tête des territoires qui gagnent. Et pourtant, elle est dans les métropoles. Strasbourg, en emploi. Strasbourg, Nice, etc. Il y a toute une série de métropoles aujourd'hui qui sont moins gagnantes que bien des villes moyennes. Hein. Des toutes petites villes comme Figeac, par exemple, sont bien plus dynamiques que la moyenne des villes moyennes. Donc attention à ne pas rester toujours sur ces lectures catégorielles qui prédéterminent les réponses que vous allez vous fabriquer. Voilà, sortir donc des lectures catégorielles. Et puis un autre message, Daniel Béard. Juste sur cette question des solidarités territoriales, je ne peux pas m'empêcher quand même, ça a été évoqué de manière extrêmement allusive tout à l'heure, de faire allusion à un acteur que vous n'avez pas évoqué, qui est la région quand même. La région, le schéma régional d'aménagement du territoire, etc. Moi, je pose la question, est-ce que oui ou non, dans les mois et les années qui viennent, la région va être effectivement un acteur qui va pouvoir jouer ce rôle-là ou pas? Je vous pose cette question, je pense que ce n'est pas simple, parce que là aussi, ce que je constate, c'est que les régions sont prises dans quand même ce qui est le tropisme aujourd'hui de, je dirais, la compensation face aux métropoles. Et donc, quel jeu géopolitique elles vont jouer? Est-ce qu'elles vont suivre cette tendance la plus facile, hein, de dire, voilà, je suis là en contrepoids aux métropoles, ou est-ce qu'effectivement elles vont être acteurs de ces réciprocités territoriales dont on parle? Et ça renvoie aussi à l'instrument dont elles disposent. On voit bien qu'aujourd'hui, ce que le législateur a fait avec la prescriptivité des schémas pour essayer de tendre vers plus d'égalité ou de cohésion territoriale, est finalement l'arme atomique. C'est-à-dire que du coup, on ne l'utilise pas. Donc comment on invente, et ça renvoie à la question de la contractualisation, comment on invente un usage moderne de la règle, de la prescriptivité pour en faire effectivement un outil pour améliorer les contractualisations territoriales? On revient sur cette question de l'instrument de la contractualisation. Merci Daniel Béard. Jean-Luc Rigaud, on ne va pas achever ce débat, puisqu'il va irriguer pendant 2 jours également la Convention, mais on voit bien la nécessité aussi de sortir des catégories, qu'il s'agisse d'ailleurs dans les dotations de l'État, comme le disait Charles-Éric Leménian, ou aussi dans la façon de regarder les territoires et d'aborder ces complémentarités. Oui, je retiens comme premier élément des mots forts évoqués par Daniel Béard sur les politiques du dedans.
les solidarités choisies, quand on remet ça dans les contextes, bien sûr, ça recomplexifie un peu tout d'ailleurs. Et alors qu'on essaye de trouver des solutions, finalement, on repart de cette table ronde avec d'autant plus de questions pour nourrir les débats à venir. Mais il y a des petits bouts de réponse quand même sur la solidarité ville-campagne, dans les politiques dites de l'intérieur. Je crois que les politiques de l'intérieur, elles sont d'abord construites par nos communes. Et donc il faut revenir à la base qui fait notre socle. Nous en sommes tous issus, ici les élus des communes, et donc redonner toute l'importance qu'il faut aux communes. Charles-Éric a parlé de communes nouvelles. Je suis plutôt fan des communes nouvelles qui sont les organisations modernes de demain, où les capacités des communes à se réorganiser elles-mêmes doivent pouvoir refabriquer elles-mêmes ces liens de démocratie essentiels. Et donc, quand on parle de communes, on parle de proximité, donc on parle de compétences liées de proximité. Et finalement, il y a aussi cette logique de reclarifier nos modes de fonctionnement par les compétences assumées, des intercommunalités qui structurent leur bassin de vie, alors contesté d'après vous, mais quand même, faisons des étapes avant d'aller aux métropoles, aux pôles métropolitains, à des organisations plus complexes. Appuyons-nous sur les communes et je pense que déjà, on fera du bon travail. Merci Jean-Luc Rigaud, merci Madame, Messieurs pour la clôture de cette première demi-journée de la Convention nationale de la DCF. Eh bien, on accueille maintenant Jacqueline Gouraud, qui est ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur.